Il y a le MEDEF qui avait lancé une petite bouteille à la mer il y a quelques semaines, c'était d'augmenter le nombre d'heures travaillées pour les salariés. Oui, ça aussi c'est très important. Très important. Là, Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? là aussi, nous, ce qu'on va faire, moi, je vais réunir l'ensemble de nos collaborateurs et leur dire que de toute façon, les situations vont être très, très compliquées. Et en plus de ça, j'estime, moi, Dayeb Armand, alors je suis un simple petit commerçant, mais bon, on écoute, on se renseigne, on voit, on regarde, je suis quelqu'un de... Bon, aujourd'hui, en France, on a une chance extraordinaire en réalité par rapport à tous nos voisins européens et par rapport à la plupart des pays mondiaux. C'est qu'on a cette chance d'être aux 35 heures. 35 heures pour le privé et une moyenne de 26 heures à 32 heures pour le public. Et la chance qu'on a aujourd'hui, c'est quoi? C'est que si on est un peuple intelligent et si les syndicats sont intelligents, c'est pendant une petite période, peut-être d'1, 2 ans, 3 ans, des périodes rediscutables tous les ans. Eh ben, c'est qu'on se dise, tiens, eh ben, pour la France, par rapport à ce que la France nous a donné ces 3 derniers mois, ils nous ont permis de rester à la maison, d'être sauvés d'une maladie qui pouvait être mortelle, donc de faire ce sacrifice de temps. Donc, à l'époque à l'époque où les 35 heures sont arrivées, on était à 39, on nous a dit, voilà, on va être payé 39, mais on va faire 35. Aujourd'hui, moi, je dis, pour sauver la France, hein, moi, petit Dayeb Armand, pour sauver la France, eh ben, il faudrait peut-être aujourd'hui travailler 42 heures et être payé 35. Peut-être pour 1 an, peut-être pour 2 ans, peut-être pour 3 ans. Mais si on englobe toutes ces sommes et tous ces budgets, je pense que la France peut devenir numéro 1 en Europe. Et de loin. Parce que c'est des gains. On arrivera à des gains de productivité exceptionnels. Déjà, on est très très bon en productivité. À 35 heures, on est quasiment les meilleurs d'Europe en productivité. Alors imagine-toi, 35 et t'en fais 42, tu deviens champion. On est champion des syndicats en France, hein. Champion européen. Non, mais c'est justement, c'est pour ça que je disais avec l'intelligence de tout le monde. Je pense que c'est réellement, c'est essayer de sauver notre pays et je pense que ça va être une réelle catastrophe. Donc on a cette marge de manœuvre. Tout le monde en parle à demi-mot, on les écoute, on les voit, les politiques, nanana, les syndicats, patronaux, etc. Oui, il faut travailler peut-être un petit peu plus, mais non, il faut travailler plus tout court parce que faut sauver la France. Alors moi, j'aimerais lancer sur le chat une question et on va voir le nombre de réponses pour ou contre. Est-ce que vous êtes d'accord pour 42 heures par semaine payées 35 heures? C'est une idée de Armand. Et voilà, on va voir quel est le nombre de personnes qui soutiennent cette idée. Et surtout, tu ne donnes ni mon adresse ni mon téléphone. Il y en a qui disent 120 heures. 120 ans. Pourquoi pas? Mais non, mais je suis raisonnable dans ce que je dis. C'est pas du tout. C'est assez réfléchi et je pense que tout le monde a aussi bien tout le monde le sait, c'est ce qu'il faut faire. Ils le savent, ils savent que c'est ça la solution. Après, si on avait des politiques qui avaient des couilles, voilà. En tout cas, tout le monde est d'accord pour l'instant. Donc je pense qu'on va pouvoir. Ah mais ça m'étonnerait, avec que des patrons en face de toi. Non, il n'y a pas que des patrons. On va faire la même chose avec la CGT, on va voir. Non, je ne le fais pas avec la CGT. Je ne poserai pas la question. Comment s'est passée votre journée de déconfinement, Armand? Écoute, on a réouvert Place du Marché Saint-Honoré à emporter et c'est très calme, il n'y a personne. Écoute, c'est simple. Paris, aujourd'hui, moi je suis dans le centre de Paris, j'ai la chance d'y vivre et je peux te dire que c'est encore un dimanche. Ouais. Du mois de mai. Un peu plus de voitures. Donc ça veut dire que un petit peu plus de voitures, mais tu entends toujours les oiseaux. Ah, si tu entends les chance, oiseaux, les terrasses. Bon, merci beaucoup, Armand. Est-ce que vous avez quelque chose éventuellement à rajouter pour ce live? Tu me donneras les résultats s'ils sont d'accord pour 120 heures. D'accord. Tout le monde est d'accord. Merci à tous. Allez, à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, on va se diriger vers une profession qui compte pas ses heures, elle non plus, puisque c'est le métier de traiteur, avec un invité qui est un grand monsieur de ce métier de traiteur. Élise, je vous laisse le soin de le présenter.
Alors, on va accueillir Dominique Paul. Si Dominique est connecté, s'il veut bien entrer sur scène, que je pense qu'on a des petits problèmes de connexion et du coup, j'arrive pas à l'inviter. On l'appelle et puis on le montre comme ça sur le mobile. Voilà, s'il arrive à se connecter, c'est super. Sinon, parfait. Vous nous Super. voyez? Qui est du coup avec Laurent Gourcuff. Alors, c'est un à la fois. Hein. Donc, je vais juste faire un petit résumé, introduire Dominique. Donc, merci de participer à ce live. Vous êtes vice-président de Vitar Enesco, qui est un groupe indépendant en matière d'organisation d'événements à Paris et Île-de-France. C'est à la suite de vos études que vous rejoignez le groupe familial aux côtés de vos frères. Vous êtes alors chargé du développement du groupe. Et c'est ensuite en 2008 que vous décidez de vous lancer dans un autre projet. Vous créez la compagnie des établissements parisiens en association avec votre beau-frère et vous reprenez des tables de caractère. Et naît alors une collection, on peut dire, de vieux bistrots parisiens tels que chez René, le bistrot de Paris et chez Georges. Chez vous, la restauration, on peut dire que c'est un peu une histoire de famille. Et c'est donc il y a un peu plus de 2 ans que vous reprenez la direction du groupe familial Vitar Enesco. C'est un groupe qui regroupe deux marques de traiteurs, donc Vitar Enesco et Rémi Marchetti, mais également 3 lieux de réception, dont le pavillon d'Armenonville, l'hôtel Le Marois et le château Réal Martin, qui est d'ailleurs un domaine viticole biologique que vous exploitez. Vous êtes 200 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 34 millions d'euros. Vous avez 4000 m² de laboratoire culinaire aux portes de Paris, une flotte de camions également, et environ 4000 événements par an pour Vitar Enesco. Et chez Vitar, recevoir, c'est un art. Donc, avec votre expérience du milieu du traiteur, comment est-ce que vous pensez qu'on peut relancer une activité traiteur après une telle crise, avec quand même plusieurs mois d'activité à zéro, des chiffres d'affaires perdus et surtout un mois de juin qui, pour l'instant, on n'a aucune visibilité dessus et qui, généralement, est quand même un mois l'un des plus importants dans le traiteur. Alors, vous m'entendez? Ouais. Oui. Merci déjà de cette invitation. Beau plateau. J'en profite pour saluer, parce que j'ai vu passer les messages donc d'un certain nombre de mes collaborateurs. Donc, bonjour Aurore, Kevin, Cindy, le chef, tout ça. Petit aparté, parce qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps. Donc, merci de cette invitation. Comment relancer? C'est la question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans le flou le plus total. On a mis le groupe sous cloche dès le début du mois de mars, en prenant évidemment le soin de mettre en place toutes les mesures qui étaient à notre disposition, activité partielle, les reports de charges, puis les annulations de charges, les reports de paiement de loyer, d'échéances bancaires, prêts garantis par l'État, etc., etc. J'en profite aussi quand même pour remercier et saluer les actions du gouvernement visant à permettre en tout cas de nous laisser en mode survie pendant toute cette période de fermeture. Donc, très objectivement, on ne voit pas, pour nous en tout cas, l'événementiel, le redémarrage avant le mois de septembre, puisque on va dire que l'ensemble du carnet de commandes a fondu comme neige au soleil. Mois après mois, nos événements sont en train de s'annuler. Juin, c'est complètement annulé. Juillet, généralement, tourne jusqu'au mi-juillet, fin juillet, donc est en train aussi de s'annuler. Et donc, on regarde maintenant avec beaucoup de curiosité et d'attention ce qui va se passer au mois d'août. Je suis désolé, hein, il y a Laurent qui est derrière, là, il fait le pitre, mais il va venir après. Oui, j'ai vu, il se recoiffe, je crois. Donc on est dans l'incertitude la plus totale. Et malheureusement, c'est sans doute ce qui nous fait le plus mal, c'est de ne pas savoir. Et donc, on est dans l'expectative. On attend patiemment. Alors, on met ce temps à profit quand même pour travailler avec nos clients, travailler avec nos partenaires, travailler avec les lieux, travailler avec nos collaborateurs pour savoir à quoi ressemblera l'événementiel de demain. Donc, on travaille autour de 2 axes. Le premier, c'est pour répondre un peu aux craintes et aux attentes de nos clients. Je dirais plutôt les craintes parce que c'est tout ce qui a fait à la sécurité, au sanitaire, à toutes les mesures qu'on va pouvoir mettre en œuvre. On n'a pas très envie de le faire parce qu'en fait, on vend plus que de la restauration, on vend quand même de la convivialité et du vivre ensemble.
Donc, on n'a pas très envie d'aller dans cette voie-là. On le fera si véritablement on pense que c'est obligatoire d'aller concevoir des réceptions sanitairement safe. On n'y croit pas trop, mais on est quand même en train de travailler là-dessus. On pense plutôt que le combat il va se mener sur la bataille de la confiance et regagner la confiance, c'est ça qui va prendre du temps. Et là, on a décrété un New Deal avec les collaborateurs. Le New Deal autour de 3 piliers, c'est la prudence, la portance et la pertinence. Alors, je vous le développe, c'est un peu conceptuel, mais ça va vous permettre de comprendre. La portance, c'est qu'on se veut agile et souple, à la fois dans notre manière de fonctionner et dans la façon dont on va envisager les événements dès qu'on pourra le faire. Donc, vraiment gagner en légèreté, en agilité, en souplesse, à la fois dans notre organisation en interne, mais aussi dans la façon dont les événements vont être produits. La pertinence, parce que je pense que ces événements nous ont fait prendre un peu de hauteur et peut-être qu'on va, avec un peu plus d'intensité, mettre en place des choses qu'on avait commencé, initier il y a quelques mois. On va un peu plus écouter nos clients, on va peut-être un peu plus écouter la planète et on va essayer de faire les choses dans le bon sens. Et enfin, la prudence, parce que c'est ce que je vous disais, on envisage, et on se doit d'être clairvoyant, et c'est notre mission de chef d'entreprise, on envisage les 18 prochains mois avec beaucoup de prudence, parce qu'on pense que 2020 n'est que le démarrage d'une longue période de recovery, tant l'économie aura été secouée pendant ces 2 mois, voire plus de fermeture. Voilà. Donc, en somme, on essaye d'intensifier les mesures qu'on avait déjà, les virages qu'on avait déjà, qui se dessinaient et qu'on avait déjà essayé de prendre au sein du groupe Butard, avec encore plus de réactivité maintenant. D'accord, c'est un peu l'occasion de se renouveler continuellement. Du coup, vous avez justement parlé de l'accompagnement de vos clients et de repenser l'organisation des événements. Comment est-ce que là, vous les accompagnez pour tout ce qui va être report, éventuelles annulations? Quelles solutions est-ce que vous pouvez proposer à vos clients aujourd'hui qui avaient déjà prévu des événements et qui se voient dans l'obligation d'annuler ou de reporter? Alors, généralement, on a accompagné nos clients parce que lorsqu'ils ont dû déplacer leurs événements du mois de mars, avril, mai, on a essayé de trouver avec eux des dates. Donc, les acomptes qu'ils nous ont donnés, très concrètement, si c'est l'objet de votre question, ont été reportés sur des nouvelles dates à la fin de l'année, enfin au dernier trimestre. Et c'est la façon avec laquelle on a accompagné nos clients. Peu de gens ont annulé purement et simplement. Ceux qui l'avaient fait, enfin, je dis peu de gens, c'est pas tout à fait vrai, mais ceux qui l'avaient fait l'ont fait dans le respect du contrat et de nos conditions générales de vente. Donc, il n'y a pas eu de discussion ou de débat. Et c'est vrai qu'on a déjà un certain nombre d'événements qui étaient des grands événements, des grands rassemblements qui sont reportés à l'année prochaine. Je pense notamment au Tour Auto, je pense à la Biennale des Amphithéâtres, qui est un grand événement au Grand Palais, dont on vient d'apprendre ce matin qu'il était reporté à 2021. Voilà, je fais référence à ce que disait Igor tout à l'heure, avec qui je travaille, puisqu'on devait servir plus de 2000 repas lors du France-Irlande, le match de nation en mars, qui lui est pour l'instant reporté au mois d'octobre. Donc voilà, on suit nos clients, on les accompagne dans leur report jusqu'à ce que ça devienne malheureusement pour certains des annulations.